Bonjour. Donc c'est ma première intervention à la Conf Polyclad, donc je suis très content parce que c'est organisé par les étudiants, c'est très pro, donc je les félicite. Donc j'attends un petit peu que ça revienne. Donc je vais vous parler de... Alors, c'est un titre bizarre, hein, Continuum Edgeclad. Donc, dans Continuum, il y a l'aspect continu. Donc, on va passer d'un ensemble d'éléments à un autre ensemble d'éléments. Donc, c'est un titre que j'aime bien parce que ça va souligner toute la complexité, en fait, en termes d'architecture, très distribuée. Donc, je vais vous parler de concepts, d'architecture et enjeux. Bon, moi, je suis directeur de recherche émérite à INRIA. Chercheur associé dans un labo brésilien, et tout ça avec l'université de Montpellier. Polyclad, c'est un titre sympa, hein. Poly, ça veut dire plusieurs. Et donc, quand on dit Polyclad, ça illustre bien la variété de ce qu'on peut faire avec le cloud. Et donc, quelles sont les tendances 2026 ? Donc, quelle est la tendance numéro 1 ? Il y a d'autres Alors, je suis assez d'accord avec ça, mais je dirais que c'est toujours le cloud. Donc le cloud, c'est à la fois ancien comme concept et récent. Le cloud tel qu'on le connaît, moderne, sur TCP/IP, Internet, etc., c'est les années 2000, avec Amazon, le pionnier. L'architecture, c'est les années 50, les mainframes avec des terminaux. D'ailleurs, j'ai un copain qui travaille chez IBM. Quand il a vu le cloud, il a dit « Vous n'avez rien inventé, vous faites clic, nous on faisait return avec notre terminal. » Donc le cloud, vous connaissez. Ce qui va être intéressant dans l'exposé, c'est de voir la richesse, ou disons la place centrale du cloud dans tout l'écosystème, et tous les écosystèmes en fait. Même peut-être, on n'en a pas parlé dans le talk précédent sur les satellites, mais le cloud devrait apparaître aussi. Donc ça, c'est, je dirais, toujours tendance. Donc vous pouvez garder le nom Polyclad pour un bout de temps. Une autre grande tendance qui n'est pas récente, mais un peu plus récente que le cloud, c'est l'IoT, les objets connectés. Et pour faire le lien avec la réponse de tout à l'heure, donc l'IA, qui est aussi très, très ancien à l'origine, mais qui a un impact, je dirais, important récent, quelques années avec le LLM, et surtout, depuis ces dernières années, l'IA agentique, Agentic AI. Et donc ça crée une rupture par rapport à tout ce qu'on faisait en IoT, où en fait tout était codé en dur. Et là, les objets connectés peuvent être intelligents. Alors peut-être pas aussi intelligents qu'un assistant ChatGPT, mais de toute façon, ce n'est pas nécessaire. Mais il peut être un petit peu intelligent. Ok, donc il y a ces trois grandes tendances. Et puis, en fait, d'un point de vue architecture, déploiement, etc., ce qu'on appelle le edge. Donc, edge computing par opposition à cloud computing. Alors, je clarifie tout de suite, il y avait un terme qui a été utilisé pendant une bonne dizaine d'années qui s'appelait fog computing, et qu'on représentait par un brouillard, et très poussé par les telcos et Cisco en particulier. Il y avait même un consortium, OpenFog. Bon, tout ça, j'en parle plus, c'est dans le edge. Hein. Donc, parce que les concepts, ils n'arrêtent pas d'évoluer. D'accord ? Bon, quelques mots sur l'IoT. Donc, je vais présenter... C'est hyper important d'être très clair sur les concepts. Parce que comme on mélange tout ensuite, on s'y perd facilement. Pour parler des trucs durs. Hein.
des architectures notamment. Donc l'IoT, en français, Internet des objets, donc ça c'est quelque chose qui est notre quotidien maintenant, hein, donc interconnexion de toutes sortes d'objets numériques via Internet, des appareils et objets de petite taille, donc typiquement la définition exclut les laptops, les téléphones portables, des choses comme ça. Ceci dit, la frontière est mouvante. Hein. Donc c'est plutôt des compteurs, des Linky, des capteurs, des actionneurs, des caméras, des montres connectées, etc., qui peuvent être embarqués dans des machines, hein, dans des voitures, pardon. Donc ces objets ont des capacités à produire des données à partir de mesures de grandeur physique, hein, température, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et dès qu'on a de la donnée, bon, moi j'ai fait passer toute ma carrière en sciences des données, dès qu'on a des données, on peut faire plein de choses. Hein. On peut avoir de l'information, gérer des connaissances, des choses comme ça. Donc, produire des données, communiquer évidemment via un réseau, comme tous les exposés, j'imagine, qui vont parler de ça ici, traiter l'information et surtout interagir avec un environnement. Un environnement qui peut être fixe, facile, ou qui peut être mouvant, champ de bataille par exemple, où c'est un peu plus compliqué. Donc les objets, ils sont caractérisés par... on a parlé d'IP tout à l'heure, donc ils ont une identification, une adresse IP. Avec IPv6, on peut avoir 128 bits, hein, je rappelle, une infinité d'objets. Communication, sans fil, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Et surtout, les protocoles de transfert de données qui sont sur TCP/IP. Alors, un des plus utilisés, c'est MQTT, hein, qui veut dire Message Queuing Telemetry Transport, qui est un protocole qui est vraiment conçu pour communiquer avec des objets qui n'ont pas beaucoup de ressources. Parce qu'on ne va pas utiliser forcément des grosses machines comme objet IoT. Donc c'est important. Et il y a un aspect, évidemment, collecte de données en temps réel. Un mot aussi sur l'IA agentique, parce qu'on en parle beaucoup. Et très souvent, il y a une confusion entre les agents IA et les agents IA agentiques. Ce n'est pas la même chose. Hein. Donc c'est un développement relativement récent qui, comme toujours dans ce monde-là, reprend des concepts précédents. Donc le mot-clé dans IA agentique, c'est l'action autonome. Donc, on peut faire de la prise de décision, de l'action autonome et collaborer avec d'autres agents. Donc ça mélange en termes de techno, mais je ne vais pas en parler, je pense, des concepts très anciens, système multi-agent, donc qui est un grand domaine de l'intelligence artificielle, inspiré à l'origine par les façons dont fonctionnent des petits objets ou des colonies de fourmis, par exemple, ils se sont beaucoup inspirés de ça. Les premiers petits robots qu'on a mis sur Mars, hein, c'est des systèmes multi-agents. Donc, ils coopèrent donc, ils ont une intelligence finalement très simple, mais le fait de coopérer à grande échelle, ça démultiplie. Et aussi, évidemment, les agents IA tels qu'on les connaît, les chatbots, etc. Donc, par opposition à l'IA traditionnelle, eh bien, en fait, votre assistant ChatGPT, il est passif, hein, il répond à quoi? À des prompts. Okay. Alors qu'ici, dans l'IA agentique, eh bien, il est capable d'être autonome, d'exécuter des workflows qui peuvent être très dynamiques et surtout d'anticiper par rapport à toutes les données qu'il est en train de traiter, donc avoir une proactivité et de résoudre des problèmes et de générer des actions. D'accord ? Donc pour mettre tout ça ensemble, eh bien, une façon simple, c'est
Alors, bon, dans l'IA agentique, il y a beaucoup d'acteurs. Hein, donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a en gros 3 couches. Hein, la couche modèle, donc ça, c'est les gros fournisseurs de modèles de LLM. Hein, OpenAI, Anthropic et Google, par exemple, et Mistral AI en France. Il y a la couche orchestration qui va gérer les agents de ce type-là. Et puis ensuite, il y a l'aspect vertical par couche métier. Et là, vous avez des spécialistes, Salesforce par exemple, hein, dans les entreprises que vous connaissez sûrement. Donc on peut réconcilier tous ces mondes-là avec l'approche cloud traditionnelle. Donc l'approche cloud traditionnelle, bon, elle est ultra simplifiée, mais en gros, toute l'intelligence est dans le cloud. Les serveurs, la gestion des communications, puisque de toute façon, on a des bons protocoles. Dès lors qu'on a TCP/IP, on est très content. Alors c'est quoi le problème avec ça? Il y a 2 problèmes fondamentaux quand on fait cette approche-là. C'est que, bon, je dirais le problème numéro 1, j'ai connu ça hein, depuis que j'ai fait mes études en informatique. J'ai quelqu'un chez IBM d'ailleurs, il disait il y a 3 problèmes en informatique, performance, performance et performance. Parce que si vous n'avez pas la performance, de toute façon, vous avez beau avoir fait un beau système, personne ne va l'utiliser. Donc, le cloud n'a pas été conçu du tout pour des milliards ou des millions d'objets de l'IoT, hein, grand volume, variété et vitesse des données qui sont collectées. Et dans les applications IoT, justement, le temps de réponse est très souvent, pas toujours, mais très souvent critique. Par exemple, donc, Industrie 4.0, vous avez entendu parler de ça? C'est l'usine autonome. D'un point de vue industriel, c'est la 4e révolution. Bon, ça veut dire qu'il y en a eu 3 avant. Vous connaissez les 3 ? En fait, les 3 révolutions sont, comment dire, dépendent de l'énergie. Donc, la première, c'est la vapeur, donc fin 18e siècle. La deuxième, c'est le pétrole, fin 19e siècle. Et la dernière, c'est fin 20e siècle, c'est le nucléaire. Donc, 4e révolution, là, c'est l'usine autonome. Et donc, imaginez une usine chimique avec une cuve qui fait chauffer des trucs. Et une fois que ça chauffe trop, ça peut exploser, ça peut faire une catastrophe. Donc, il y a des capteurs partout. Et dès qu'on dépasse une limite, il faut que l'action soit très rapide. Si l'action dépend d'une analyse qui est faite dans le cloud, les allers-retours, etc., même si on a un super réseau, parce que la connexion au cloud est cruciale ici, eh bien ça va prendre trop de temps, il faut réagir en quelques millisecondes, hein, de façon automatisée. D'où le edge computing, donc edge en anglais, hein, qui veut dire côté, mais je traduirais plutôt ici par périphérie. Donc c'est de rajouter un niveau intermédiaire. Hein. Et alors où est-ce qu'on le met? Bon, on en discutera. Donc, mais l'idée, c'est plutôt que de mettre toute la puissance dans le cloud, parce que de toute façon, dans le cloud, c'est quoi? C'est des clusters de machines, etc. Bon, packagés d'une certaine façon. On met tout ça à la périphérie du réseau, à proximité des objets. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir... Bon, il y a beaucoup d'avantages que je vais détailler, mais surtout avoir des temps de réponse qui vont être beaucoup plus rapides, puisque, intuitivement, hein, plus proche on est du serveur, mieux ce sera. Donc la prédiction et l'action se font au niveau du edge. Et c'est quoi le edge? C'est comme le cloud, hein, c'est des serveurs, mais qui peuvent être beaucoup plus petits, et c'est toutes sortes de serveurs. Dans le cloud, ça c'est le côté économique, hein, pourquoi le cloud, pourquoi Amazon est numéro 1 avec le cloud, c'est parce qu'ils ont une gestion très optimisée. Ce qui n'est pas le cas ici du edge, on va avoir toutes sortes de serveurs. En fait, toutes sortes de machines qui sont capables de stocker des données, de faire des calculs.
Donc par exemple, un routeur, aujourd'hui, c'est un véritable serveur, hein, capable de traiter des programmes importants. Dans une usine, les ordinateurs industriels, puisqu'ils utilisent les mêmes technologies, sont capables de faire plein de choses. Et du coup, les éditeurs principaux de cloud ont aussi ce concept de serveur qu'on appelle micro-data center. Ce sont comme donc c'est la même technologie, les mêmes protocoles, les mêmes services que l'on trouve dans le cloud, mais que vous pouvez déporter et le mettre où vous voulez. Hein, dans votre bureau, dans l'usine, ce sera un endroit, etc. Donc cette vision est très simplifiée, mais il y a un continuum et les serveurs, on les met au bon endroit. Hein, et il y a énormément d'avantages à faire tout ça. Donc caractéristique du edge computing et de ce continuum, eh bien, c'est qu'on se retrouve avec une très grande distribution géographique. Bon, tout à l'heure, je donnerai l'exemple de ville intelligente, mais dans une ville, ben, vous avez des quartiers, des bâtiments, etc. Donc les serveurs, ils peuvent être n'importe où, puisqu'on a du réseau. Donc c'est, d'un point de vue technique, c'est compliqué. C'est de l'architecture distribuée, hiérarchique à très grande échelle. Et aussi, il faut que tous ces objets puissent communiquer avec les serveurs au moins et les applications. Et donc en réseau sans fil, réseau mobile. Donc du coup, besoin de protocoles et de standards. Donc la standardisation était très importante dans ce domaine-là. Donc j'en cite les trois principaux. Donc Linux, Foundation Edge, qui est l'écosystème Edge par excellence basé sur des technologies open source. Quelque chose qui vient de OpenFog d'ailleurs avec Cisco, qui s'appelle maintenant Industrial Internet Consortium, où là le focus est plutôt vertical sur les architectures pour l'industrie, ce qu'on appelle IIoT. Et puis ensuite quelque chose aussi qui est standardisé par l'ETSI, mais qui s'intéresse plutôt à une architecture standard pour toute l'industrie telco, qui s'appelle MEC, Multi-Access Edge Computing. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Parler un peu des applications. Donc, les applications de Edge Computing, hein, donc avec IoT, elles sont très, très diverses. Hein, entre les véhicules autonomes, les industries 4.0, qui pas du tout... enfin, qui peut être autonome, mais qui n'est pas du tout mobile. Il y a des très grandes différences. Et puis, mais il y a un point commun. Le point commun, c'est que dans toutes ces applications, on cherche à surveiller et analyser des données qui sont capturées par des appareils, des capteurs, et afin d'agir automatiquement. Donc l'action, c'est communication entre des machines. Vous pouvez imaginer une usine où il y a 0 être humain. C'est déjà pratiquement le cas. Hein. Chez Tesla, il y a 3 êtres humains qui sont en fait des ingénieurs haut de gamme, et tout le reste est fait par des robots. Mais il peut y avoir des interactions homme-machine. Donc les exemples d'action, zoomer une caméra vidéo, ouvrir une valve, alerter un technicien. Bon, ça c'est des exemples classiques. Tout cela sont très médiatiques. Véhicules et drones autonomes. Les drones, on en parle beaucoup, surtout dans le contexte de la guerre. Industrie 4.0, santé connectée, avec les montres. Bien, maintenant, il y a les lunettes connectées. Et puis, ville intelligente. Je ne détaille pas, mais en gros, vous capturez des données sur l'environnement et vous prenez des décisions et des actions qui vont permettre d'optimiser quelque chose, comme par exemple dans une ville intelligente, l'énergie, optimiser la sécurité, des choses comme ça. Donc les gros avantages d'une architecture, ça c'est toujours le cas d'une bonne architecture distribuée. Le problème, c'est de trouver la bonne architecture. Dans beaucoup de cas, beaucoup d'entreprises, on a fait des solutions cloud où c'est overkill et on balance tout dans le cloud et
et on s'aperçoit que ça ne marche pas. Donc là, ici, on reprend le contrôle. Hein. Mais reprendre le contrôle, ça veut dire qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. On peut tout faire. Avec l'informatique, on peut tout faire. Donc maintenant, ça redevient un art, l'architecture des systèmes de ce type-là. Donc les avantages, faible latence, l'IA agentique, bande passante, elle est évidemment réduite puisqu'on ne va pas balancer toutes les données vers le cloud. Dans l'industrie 4.0, il y a des gros enjeux de sécurité. Donc le réseau local peut être complètement déconnecté d'Internet, puisque Internet, c'est plein de trous de sécurité. On le voit sans arrêt. Et puis, certaines applications, alors surtout dans le domaine militaire, on veut pouvoir fonctionner sans Internet et sans le cloud. Et puis aussi réduire les coûts de stockage. Donc le continuum, on peut le voir comme ça. Donc 3 niveaux, si vous voulez, des milliards d'objets, hein, puisque les objets connectés, on peut mettre des milliards. On a des millions de serveurs au niveau edge, hein, un peu partout. Donc on dessine un autre nuage, d'ailleurs, c'est une bonne abstraction. Et puis enfin, les serveurs et les data centers du cloud. Donc un exemple que j'aime bien, c'est Smart City, qui... Donc dans une ville, qu'est-ce qu'on a? On a des infrastructures, hein, donc on a des bâtiments, on a tout ce qui est contrôle du trafic, tous les tuyaux, les pipelines, eau, gaz, etc. Et tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie. Et donc là, vous voyez, ce continuum, ça permet de mettre le calcul un peu n'importe où, je ne vais pas détailler, mais pour pouvoir répondre. Et répondre à, par exemple, une anomalie. Bon, une anomalie, c'est quelque chose, un feu de signalisation qui ne marche pas. Bon, ce n'est pas catastrophique, mais il faut faire quelque chose parce que ça peut créer des accidents. Donc là, on veut répondre rapidement, hein, de l'ordre de la milliseconde. Les hazardous events, là, ce sont des trucs plus sérieux. Par exemple, une canalisation d'eau ou de gaz qui fuit. Bon, si on laisse traîner, ça va créer des gros problèmes. Et puis, on a aussi les désastres. Bon, là, c'est les ouragans, les inondations, tremblements de terre, des choses comme ça. Donc, ce qui est intéressant c'est que plus on va vers le cloud, plus on peut faire des trucs lourds. Donc des grosses analyses, par exemple, mais qui vont prendre des heures ou des jours, hein, pour planifier, etc. Et plus on se rapproche des objets, plus on veut être réactif. D'accord ? Donc cette échelle est intéressante. Bon, je vous passe... Donc il y a beaucoup de villes qui mettent en place, qui commencent à mettre en place ces trucs-là. Donc les plus célèbres sont... ici, Singapour par exemple, hein, qui va très loin dans la gestion intelligente des bâtiments publics, Amsterdam dans tout ce qui est énergie intelligente, donc optimiser par exemple la distribution d'électricité, les déchets, c'est un gros sujet, plutôt que d'avoir comment on appelle ça, des rondes régulières, etc. Donc là, les déchets sont collectés dès qu'on en a besoin, et puis recyclés, etc. Alors une ville hyper intéressante, c'est au sud de la Corée du Sud, là c'est sur un polder, donc sur la mer. Donc c'est une ville qui a été, dès la conception, créée comme une smart city. Donc avec... hyper optimisation de la gestion d'énergie, etc. Par exemple, les data centers ont besoin d'eau pour le refroidissement. L'eau, elle sert à chauffer les bâtiments, etc. Donc, beaucoup d'acteurs qu'on peut dans ce domaine-là. Hein. Donc, évidemment, grosse adaptation des acteurs du cloud. Donc, en numéro 1, c'est les trois, là, Google, Amazon et Microsoft. Mais on a aussi des solutions Kubernetes, puisqu'il faut déployer assez facilement et rapidement des applications. Donc les histoires de containers, ça marche bien. Et puis aussi des
des domaines verticaux, donc dans tout ce qui est industrie. Donc là, on a les Siemens, Schneider, etc., et les télécoms. Donc je termine pour pouvoir donner 5 minutes de questions, sur les enjeux. Donc par rapport au cloud, quand je faisais des cours, mes premiers cours ou conférences sur le cloud, c'était, bon, on va simplifier l'architecture de l'IT dans l'entreprise, etc. Donc là, il ne faut pas se leurrer, l'architecture est véritablement complexe. Pour les informaticiens, les étudiants là, qui vont... c'est une opportunité. C'est qu'il n'y a pas une architecture standard pour tout le monde. C'est stupide. L'architecture pour les drones versus l'usine, etc., c'est complètement différente. Donc il faut savoir où mettre. Donc là, on revient sur le domaine que je connais le mieux, qui est la gestion de données. Il faut maîtriser la gestion de données. Parce que les traitements ont besoin des données. Et plus on met les traitements proches des données à la source, mieux c'est pour plein de raisons, même de cohérence, etc. Dès que la donnée est transformée, c'est comme les aliments, dès qu'ils sont transformés, vous perdez en qualité. Donc, plus proche vous êtes de la source, mieux ce sera. Donc ça, c'est bien, parce qu'on revient sur les bases. Même si je fais un autre exposé la semaine prochaine sur l'IA, et les gens sont effrayés, on va perdre notre job, etc. Non, si on revient sur les bases, il n'y aura pas de souci. Le sujet majeur, mais qui est le sujet avec Internet, et dès qu'on parle de IP, TCP/IP, etc., c'est la sécurité. La sécurité, on peut sécuriser des objets, etc. Bon, beaucoup d'objets connectés ne sont pas très sécurisés. On voit les hackers qui prennent le contrôle d'une voiture autonome et puis qui la font rentrer dans un... encore aujourd'hui. Donc, même si ça fait des progrès. Le problème, c'est la sécurité de bout en bout. Puisque dès qu'il y a une petite faille, et comme il y a des couches et des couches de réseaux, des réseaux mobiles, des réseaux, etc., on peut attaquer à tous les niveaux. C'est vraiment un sujet important. Et puis surtout, il y a beaucoup d'applications santé connectée, où là, on vient de voir piratage des dossiers médicaux. Là, bon, parce que c'était dans un serveur classique centralisé. Peut-être que si ça avait été mis en local dans des smart cards, puisque j'ai des copains à Paris qui ont développé ça, dossier médical ultra sécurisé sur la smart card, il n'y aurait pas de souci. Donc on peut se poser plein de questions, mais quid de la protection des données privées? Et puis, alors l'IA agentique arrive avec une autre dimension qui est qu'un modèle IA, ça prend de la place. Enfin, plus vous voulez être intelligent, comme dans votre cerveau, plus il faut avoir un modèle de la réalité qui soit gros. Notre cerveau est capable d'avoir un modèle archi complexe. Mais là, on a des objets qui peuvent être très légers. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait aussi pour embarquer les modèles, donc pour les réduire la taille, et puis aussi tous les problèmes plus généraux de l'IA, quid de la fiabilité des décisions qui peuvent être erronées et conduire à des catastrophes. Voilà, on a le temps pour quelques questions. Merci de votre attention. Questions, commentaires, puisque c'est... Pas de questions? Non. Bon, on est bon. Merci beaucoup. Merci.